Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis la Guadeloupe, depuis la Guyane, depuis la Martinique, bien sûr, et aussi à la communauté Facebook. Alors, j'ai une bonne nouvelle aussi pour nos amis qui, depuis une semaine, ne nous voyaient plus sur la France. C'est réparé. Vous pouvez à nouveau nous voir donc sur 536, le numéro 536, sur SFR et sur Numéricable. Vous pouvez donc nous voir parce que nous avons eu un déluge d'appels là depuis vendredi. On ne vous voit pas, j'ai pas vu le cœur, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça. Voilà, c'est réparé. Bonsoir Michel, comment ça va? Ben ça va, ça va. Bon, je dois te transmettre, comme chaque semaine, les amitiés de plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices qui apprécient l'émission. Ça m'a même valu, faisant la queue dans un hypermarché, que deux personnes qui étaient devant moi me disent « Ah non, monsieur Monchi, vous nous réjouissez dans cette émission Le Kiosque et vous pouvez passer devant. » Privilège. Merci beaucoup Michel, merci bien. Ouais. Et puis bon, les gens qui remercient, c'est pas moi seulement, c'est nous tous, hein. C'est nous qui faisons l'émission. Hein. Oui, mais enfin, je pense que c'est toi, c'est quand même toi l'initiateur de cette émission et qui l'anime avec beaucoup de Maestria. Maestria, voilà, beaucoup de maestria, tu vois. Attention, il va rougir. Oui, ça va se voir. Allez, merci beaucoup Michel. Bonsoir José. Bonsoir. José Anelka, bonsoir. Alors, tout pareil que Michel, hein, ma foi. Et oserais-je dire que maintenant nous sommes pas loin d'avoir deux privilèges, celui de l'âge et celui de passer sur Zouk TV pour pouvoir avoir des places réservées ça et là. Merci beaucoup. Merci messieurs. Cet après-midi, nous avons un invité prestigieux qui rehausse de sa présence cette émission. Président du CNAM actuellement, président honoraire de l'UAG, ancien doyen de la faculté, ancien avocat, premier président de la RDTM et membre du PPM. Il s'agit de M. Philippe Saint-Cyr, avocat. Je ne sais pas si j'ai dit avocat. Oui. J'ai dit avocat. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut dire maître. Enfin, en tout cas, bienvenue. Bienvenue. Merci. Toujours aussi simple. Mais je voudrais aller dans le sens de ses amis. Là, je demandais à ma femme de ménage de me repasser une chemise, puisqu'on s'occupe très peu de moi là-bas. Enfin, même. Et j'ai dit oui, parce que je vais à l'émission. Et que mon gars m'a dit: ah oui, je suis régulièrement cette émission. Elle est passionnante. Donc c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont intéressés par l'émission. Très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à cette dame. Hein. Je lui transmettrai. Je vois qu'elle t'a très bien repassé en plus. Elle les plie là où il faut. Ouais. Ben, elle est pas mal. C'est pas fait. Voilà. Très bien. Merci Grégory. Et Eddy, bonsoir Eddy. Bonsoir à tous. Bonsoir à notre invité, qui est quelqu'un qui était un peu retiré des estrades. Oui, non, j'essaie de choisir mes mots parce qu'il est terrible, évidemment, mais qui est quelqu'un qui fait partie de l'élite intellectuelle martiniquaise, et je pense que c'est très important que nous l'ayons avec nous aujourd'hui. Bien. Merci beaucoup. Ça va nous apporter beaucoup. En tout cas, je suis content de voir que tous nous sommes très contents de t'avoir avec nous sur le plateau. Et je suppose qu'il y a plein de personnes de la Martinique et de la Guadeloupe qui te connaissent et qui sont contents ce soir. Avant de dérouler un petit peu l'actualité de cette semaine, il y a le décès de Clément Marie, président du... Je dis toujours CROSMA, j'ai du mal à intégrer le T. Comment on dit avec le T? Territorial. Oui, je suppose. Mais CETOSMA, c'est difficile. Ah bon, on dit CETOSMA, oui, c'est ça, d'accord. Voilà, c'est plus simple parce que je n'arrivais pas à intégrer ça. Donc, cette semaine, Zouk Télévision lui a rendu hommage toute la semaine, encore ce soir et demain soir, dans l'émission avec Gisèle Hériché, une émission qu'il avait enregistrée il y a déjà à peu près une année.
Et c'était sa veillée hier. Tu y étais, tu as rencontré beaucoup de monde là-bas? Oui, il y a eu beaucoup de discours hier après-midi, beaucoup de gens ont pris la parole, beaucoup de gens lui ont rendu hommage. Et en fait, comme tous vous le savez, Clément était multiple dans ses activités, dans son cheminement. Moi, j'ai travaillé avec lui très très longtemps dans le domaine musical, évidemment, puisqu'il avait son entreprise de sono et dans le métier que je faisais par le passé, nous avions beaucoup besoin de son, nous avions besoin de mettre en musique des manifestations et il a été pilote pour nous, il a été chroniqueur même à un moment donné, sportif, faisant des reportages sur le monde automobile, mais je retiens surtout de Clément. Quand vous le rencontrez, vous ne l'imaginez pas faisant toutes ces activités. Derrière toutes ces activités, combien d'heures une journée faisait pour lui, j'ai essayé de comprendre ça depuis. Il faisait beaucoup de choses, mais toujours dans une totale bonhomie, sans jamais être à une humeur dépassée. Bon voyage l'ami. Ouais. Michel Lemont, peut-être, si vous voulez, si tu l'as connu. Ben oui, moi je l'ai connu, enfin, je l'ai connu dans différentes activités, mais ce que je retiens quand même, c'est ses activités sportives quand même. Bon, parce que je n'oublie pas que j'ai été pendant longtemps comité directeur de la Ligue de karaté, donc, et d'ailleurs nous avons aussi un passe-président de la Ligue de karaté, en la personne de Gérard Belfit, qui est membre du conseil d'administration du CETOSMA. Donc, Clément Marie laisse un grand vide. Hein. Il laisse un grand vide, voilà. Oui. Et tous les hommages que j'ai eu à entendre, c'est unanime. Hein. Est-ce que tu l'as connu dans sa carrière? Très peu. Je sais que je suis d'une génération très ancienne, n'est-ce pas? Et je n'ai pas tellement pratiqué de sport collectif. Mais j'ai vu effectivement ce qu'il a pu réaliser. Oui. C'est effectivement un grand Martiniquais. Et puis je me pose la question rapidement de la fatalité qui n'est-ce pas, s'abat sur le CETOSMA, parce que ça va faire le troisième qui meurt en cours de mandat. En peu de temps. Son âme. Merci beaucoup. C'était les OKRCI à l'époque? C'était les OKRCI. Entre autres, il y a eu les OKRCI, mais il y a toutes les autres manifestations qu'on faisait sur les sonos, des tours cyclistes, des tours d'Éole, pas de ça, mais il y a eu surtout la grande aventure des OKRCI que nous avions fait. Où on avait des animateurs qui étaient... Pierre aussi était là à l'époque. Pierre Annexim? Oui, à l'époque. Ouais. Oui. Les animateurs étaient les maîtres d'œuvre aux platines pour des soirées qui réunissaient pas loin de 2000, 3000 personnes, parfois, faut voir. Hein. C'est une époque où, oui, il faisait bon de faire danser. Mais ce qui m'a toujours époustouflé à RCI, c'est qu'à midi ou à 14h, Ignace prenait le micro, il disait, bon, à 20h, il y a quelque chose sur le parking des taxis. Eh bien, à 19h, c'était rempli. Pas tenir place pour mettre. Vous aviez une force à l'époque, vous l'avez probablement toujours. La force demeure. Hein. La force demeure, mais peut-être que les manifestations sont plus pareilles. Mais à l'époque... C'est le temps qui a changé. C'est l'organisation, c'est le monde qui a évolué. Mais oui, effectivement, la puissance de frappe de cette radio-là permet de mobiliser rapidement beaucoup de monde dans un lieu donné, oui. On a, je raconte ça pour l'histoire, un matin, des animateurs s'amusaient à faire des réveils ou des choses comme ça, et ils ont décidé un matin d'empêcher aux gens d'entrer à RFO. Donc ils ont demandé aux gens de venir faire la danse des canards autour du rond-point du Vietnam. Et oui, il est 4h du matin, et puis ils auront des t-shirts, eh ben, il y avait des centaines de personnes là. C'est la puissance qu'a cette machine-là de faire des gens. Les gens s'amusent comme ça. C'est de là que vient l'animosité entre les deux radios? Pas du tout. Il n'y a pas de raison. S'il y a une animosité, elle est infondée. Mais il y en a une, vous êtes toujours devant. Oui, non, mais il y a une qui se bat pour commercialiser son produit et créer un produit. Et puis vous avez un autre qui a une ligne de dépenses en ligne de recettes. Il dit connaît ça bien. Bon, bonsoir Eddy. Merci. J'aime bien quand il me refile le bébé, tout ça. Non, moi je travaille avec Clément Marie pendant très très longtemps. D'ailleurs, ça a énervé un certain nombre de gens parce que je lui donnais l'exclusivité de nos manifestations.
C'est un grand professionnel. Mais j'aimerais surtout dire qu'il nous a aidés beaucoup, notamment lorsqu'on avait cette fameuse boîte de nuit. Vous vous rappelez ce club qui s'appelle le Miami Beach? Et c'est lui qui nous permettait d'avoir la sonorisation. Jusqu'à là, il faisait la sono? Ouais, tout à fait. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout. C'est l'esprit mutualiste de Clément. Oui. Clément était MAE. à la MAE, donc la mutuelle accident élève, ouais. que tout le monde connaît, parce Bien que sûr. pratiquement tous les parents à l'époque assuraient leurs enfants. Assurance obligatoire, il faut le rappeler. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel et c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. Il travaille avec Julien, c'est Ouais. ça? Julien qui était tout le temps avec lui. Très bien. Dominique. Et Dominique aussi, Ouais. oui. Alors, avant de parler des autres sujets, peut-être parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy. C'est tombé aujourd'hui. Non, mais c'est tombé aujourd'hui. Deuxième. La deuxième, mais bon, condamné à 1 an de prison. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on est, d'ailleurs on l'a vu récemment, quand on a déjà une peine avec sursis et qu'on est condamné pour une autre peine, le sursis, le juge peut décider de faire tomber le sursis. Et donc on fait une peine de prison ferme. Donc c'est ce qui pend au nez de Nicolas Sarkozy, surtout qu'il a fait appel à mon avis. Mais là, il devait faire la peine, là je parle sous le contrôle d'un avocat, hein, il devait faire la peine chez lui avec un bracelet électronique pendant 1 an. Mais de toute façon, il y aura des aménagements, parce que au final, même s'il y a les 2 ans qui se cumulent, 2 ans, il y a toujours des aménagements qui sont prévus, à moins qu'il y ait d'autres condamnations Il y a à l'horizon. 6 autres procès en cours, donc C'est- à mon c'est avis, dingue, hein. au bout d'un moment, C'est incroyable, s'il ça. arrive à 5 ans, ils vont pas le mettre chez lui. Hein. Ouais. Ouais. C'est quand même, moi je trouve que c'est dommageable ça. Les hommes politiques là qui se retrouvent devant les tribunaux, c'est le temps de la justice n'est pas le temps de la politique politicienne. Hein. Il ne faut pas avoir derrière ça nécessairement une sorte de volonté quelque peu perverse. Mais à 6 mois d'une nouvelle élection présidentielle, le calendrier n'est pas... Enfin, c'est pas mal Je dis, tombé. mais les temps ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, mais il n'est pas candidat. Non, il n'est pas candidat, mais bon, les oui, sont mais- déjà en position de faiblesse. Là, ça leur donne un coup encore. Oui, bien sûr, ça n'arrange pas Ça n'arrange pas les choses. Hein. Bien que je ne sais pas si les condamnations pénales sont nécessairement, n'est-ce pas, des handicaps aux élections. Pas en Martinique. Non, pas. Ouais, c'est pas les. Bon, Pas en Martinique. notamment, mais pas seulement. En fait, Bon, moi j'ai analysé ça Oui. sur les 50 dernières tu années. as plusieurs condamnations. De manière systématique, plus tu cumules, quand tu es un homme politique, plus tu cumules. Alors il faut être élu, si tu n'es pas élu, tu es mort, c'est fini. Mais si tu es élu et que tu es condamné, bien évidemment, c'est un booster pour ta popularité. Ah, mais il y en a qui ont préparé les élections municipales. En prison. Oui. Non, pas de nom, hein, c'est vrai. Absolument. Mais tu sais Mais tu qu'ici, sais la que tradition- j'ai abandonné ce domaine-là parce que je n'arrivais pas à atteindre ces résultats. Ah ben, tu aurais dû consulter des brigands et comme ça, tu aurais été élu. Alors, pour les esprits, moi j'ai vu une polémique là tout à l'heure sur la France métropolitaine où un journaliste est allé chez Sarkozy, filmer sa demeure et dire voici le lieu où M. Sarkozy sera emprisonné et qu'il y a pire souffrance dans la vie. Alors, il faut dire une chose aux gens, c'est que les courtes peines du genre sont souvent aménagées avec c'est des bracelets. aménageable. Je fais pas de- On aurait tendance à faire quoi qu'on a découvert que pour des courtes peines, on met un bracelet pour des condamnés et qu'ils exécutent leur peine dans leur environnement immédiat. C'est pas quelque chose d'incongru. Après, sur l'affaire Sarkozy, il dit, sa ligne de défense, vous savez, sa ligne de défense, c'est de dire « je n'étais pas au courant ». Les gars organisaient ça. Les gars organisaient les meetings. Oui, je voulais un meeting par jour pour ratisser le plus large, mais je n'étais pas au courant des menus détails. Vous ne pensez pas que ça ne peut pas être. Non, Moi, mais ça, je pense- des détails. Non. Je pense, moi, ce que je pense. Lui, là, bon, mais. Philippe, moi, ce que je pense, Oui. c'est qu'à certains niveaux de responsabilité, quand vous déléguez, vous pourriez ne pas être au courant des menus détails. Je vais prendre un De- exemple que ouais. j'ai vécu. Je ne suis Ouais. pas en politique, hein,
J'étais président de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il fallait percevoir des droits d'inscription. Et ma secrétaire comptable dit, Monsieur Saint-Cyr, bon, le siège, c'est Pointe-à-Pitre, on va ouvrir un compte à Martinique. Je dis, oui, d'accord, le compte. Je regarde des comptes là. Finalement, au bout de quelques jours, le compte est ouvert en mon nom. Tu imagines? Mais si je ne suis pas, je fais pas attention, alors qu'il aurait dû être ouvert au nom de l'agent comptable du centre de l'université. Non, c'était pour aller plus vite, Philippe. C'était pour aller plus vite. Plus vite dans quel domaine? Dans l'ouverture de ton élimination. Non, mais je pense Voilà, que c'est juste pour dire, il pourrait ne pas avoir les détails. Oui, c'est toujours Tu es en pleine campagne. Il a dit, Après- moi, ce qui me préoccupait, c'était la campagne. Mais bien sûr, etc. je vis comme ça. etc. Bon. Après, il ne nous a pas échappé qu'en France en particulier, en Martinique avec aussi, les hommes politiques s'octroient des pouvoirs qui dépassent le pouvoir que le droit leur donne habituellement, ce qui fait qu'on se retrouve dans ces dérives judiciaires de plus en plus. Bon, Moi, j'ai vu un ministre de la République nous dire je suis terrorisé à l'idée de faire une déclaration d'impôt, excusez-moi. Oui. Et puis condamne ceux qui ne déclarent pas leurs impôts. Ouais. Il avait une phobie administrative. Vous vous rendez compte? Il y a Il un élément qu'il faut rajouter qui est quand même important, c'est que quand Sarkozy dit ça, il ment de manière publique, bien évidemment, puisque vous savez pertinemment que quand on fait une campagne, ça c'est pour tous les candidats, ils le savent, ok? Ils ont un mandataire, mais quand on fait une campagne, à la fin de la campagne, ok? Vous devez signer. Le candidat signe, ok? Ne me dites pas que Sarkozy a signé comme ça, ok? Et son mandataire, lui, liste de manière précise le contenu, donc les dépenses. Et le mandataire, à un moment donné, lui dit, bon, écoute, voilà globalement. Et il l'a dit, Lavrieux l'a dit, hein. Il a été condamné à, vous avez vu, il a été condamné à plus de 2 ans. Enfin, il va faire 2 ans ferme. sans amende, lui. Tu poses de Mio? Tu parles de qui? Lavrieux. Mais lui, il n'a pas eu d'amende. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les grands partis politiques, au moment des élections présidentielles, sont coutumiers du fait. Ouais. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, présidé par un certain Dumas, vous vous rappelez de ça? À propos de Chirac. À propos de Jacques Chirac en 1995. Ouais. On lui apporte, il y a un contrôle qui est fait post-élection, on lui apporte, les magistrats lui apportent leurs conclusions en disant, monsieur, Jacques Chirac ne peut pas être élu, ses comptes sont faux, on va dire ça comme ça. Je résume, je caricature. Oui, et Dumas prend le truc, il le met dans un classeur, il dit, bon les mecs, on va quand même pas faire ça, c'est pas possible. Alors vous arrangez, mais Jacques Chirac est élu président de la République, surtout qu'il avait été élu brillamment, il avait battu Jospin à l'époque. Jospin. Il est bon de rappeler quand même que Chirac, c'était le européen, Voilà. et que le magistrat dont tu viens de parler, lui, c'est un socialiste. Donc c'était pas quelqu'un de son parti qui l'a arrangé. Non, mais la République française est quelque chose de très solide. C'est une raison d'État. Mais alors, les magistrats ont quand même motivé leur décision en disant 3 raisons. Enfin, je vais en donner 2. 1, Sarkozy ne tentait pas à sa première campagne présidentielle. Il avait déjà fait une précédente campagne. Donc. Et deuxièmement, il y a eu 2 notes de ses collaborateurs pendant la campagne lui disant attention, nous allons dépasser le plafond. Donc c'est comme ça qu'il motive la décision. Hein? Mais ça fait beaucoup pour un personnage public, ça fait beaucoup, parce que je vous rappelle qu'il y a d'autres affaires qui viennent. Il y en a d'autres qui viennent. Il y a les sondages, rappelez-vous. Sarkozy fait un sondage, il est public, vous pouvez aller voir sur le net. Sarkozy fait un sondage, donc en utilisant de l'argent public, pour demander à l'opinion française s'il faut qu'il se marie avec sa femme. Ben oui. Mais oui, il teste, il pose plein de questions. Évidemment, la majorité. Il avait même une espèce de maladie, c'est la sondagiste, que avant de prendre la moindre décision, il faisait tester. Bon, alors je trouve ça antidémocratique parce que, au lieu que le dirigeant éclaire le chemin pour le peuple,
Il attend que le peuple avance et il suit le peuple. Ce qui est condamnable. J'avoue que ça me choque parce que, en tout cas, peut-être que j'ai une conception un peu gaullienne du pouvoir, mais quand même, quand on est à ce niveau de responsabilité, on a le devoir de montrer le chemin. Mais ce qui est condamnable, et ça, c'est très sérieux, c'est que le marché qui a été passé avec l'entreprise qui faisait les sondages a été passé sans appel d'offres. Et on est sur des millions d'euros, pas sur 10 000 euros, sur des millions d'euros. Et c'est ça que la justice va condamner probablement. Mais Michel pose un problème fondamental, hein. C'est celui de la démocratie. La démocratie est en crise pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'analyser cela. Mais tu as parfaitement raison. Les élections, ça sert à quoi? Tu choisis un leader, quelqu'un, n'est-ce pas, en qui tu as confiance. Et tu as les éléments pour qu'ils indiquent les voies les meilleures. Mais actuellement, ça c'est moins grave. Et au derrière, effectivement, et ils essaient de voir, n'est-ce pas, quelle direction prennent les moutons. Et en général, ils vont dans cette direction. Et comme tu as parfaitement raison. Et Philippe, comme l'opinion publique aujourd'hui, tu m'excuses, elle est manipulée par des médias qui eux-mêmes sont possédés par des magnats, l'opinion publique, donc, sur un certain nombre de questions, quelquefois se trompe. La prétendue dite opinion publique. Il y a des grands sujets, je préfère ne pas nommer lesquels, mais il y a des sujets actuels. Si on avait suivi l'opinion publique, on ne serait pas à 75% de vaccinés en France. Hein. Mais tu as une autre raison à cela, mais que je n'ose pas formuler parce que là, je risque d'avoir des problèmes. Tu sais que tu es protégé dans cette émission. Personne ne regarde cette émission. Personne ne la regarde, donc tu peux dire ce que tu veux. Alors, non, il y a un niveau, je veux dire par là, au niveau journalistique, il y a une approche des faits ou des événements, peut-être téléguidée, mais aussi cette approche n'est pas supportée par une compétence suffisante. Vous avez vu, ça s'appelle... Ah non. Ça s'appelle... Écoutez les journaux. Ah non, j'arrête parce que ici, je vais me faire trucider. Non, il faut quand même rétablir un peu la vérité. La fameuse opinion publique dont Michel parle n'existe pas, vous le savez pertinemment. Ok, ça c'est la crème, enfin la mousse une espèce d'imbroglio entre les réseaux sociaux, les médias, les méthodes que Philippe vient de dénoncer, etc. Mais la réalité, celle-là, elle est beaucoup plus solide que ça. Les gens, on ne leur fait pas faire n'importe quoi. Effectivement, il y a des opinions majoritaires. On sait que la majorité des Français sont favorables à l'application de la peine de mort. Ok ? On le sait. On fait des sondages sur ça depuis les années 70. Ok ? Et ça n'a toujours pas changé. Par contre, quand on leur dit... C'est en 81 que ça a été annulé. Voilà. Oui, Et Mitterrand avait annoncé avant les élections. Tout à fait. Acte de courage. Tout à fait. Courage politique. Ah ouais. Mais la différence est la suivante. C'est que entre l'opinion, c'est-à-dire quelle est votre position par rapport à une idée, et l'acte, ce que nous on appelle l'acte d'achat, c'est-à-dire le vote, il y a un décalage formidable. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les gens, avant de voter, dans un pays, dans la plupart des grands pays démocratiques, la plupart, hein, je n'inclus pas les États-Unis dans les grands pays démocratiques que je liste là. Tiens. Non, parce que à cause du système électoral. Ouais, oui. Ce n'est pas un pays démocratique. Alors c'est un pays démocratique sur les valeurs. C'est rare qu'en France il y ait un président de la République qui démissionne à cause d'un article du Monde. Aux États-Unis ça existe. En France ça n'a jamais existé. Ok ? Bon, mais dans ces pays-là, l'opinion publique, le socle de l'opinion publique, on ne lui fait pas faire n'importe quoi. Et il y a adéquation à peu près totale entre les valeurs, et notamment, il y a un pays qui est très très fortement ancré dans ça, c'est la France, entre les valeurs fortes du socle de la République et les votes.
De temps en temps, il y a une espèce de peur qui est entretenue évidemment par les médias parce qu'ils veulent du buzz et que ça fait... Regardez ce qui est en train d'arriver avec Zemmour. Mais c'est ce que j'allais te dire. Voilà, c'est plus Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen n'excite plus personne. Quand on interroge les gens disent « Ah, il y a un calotte en première fois, il y a un calotte en deuxième fois, il y a un calotte en troisième fois. » Donc, est-ce que ça peut être nous en monde qui peut laisser nous espérer qu'il peut chauffer bagaille là? Non, mais soyez prudents. N'oubliez pas, il y a 5 ans de ça, ici même, on disait que jamais Macron n'aurait été élu président. Il n'avait pas ce qu'il fallait derrière. Il y a une seule personne qui disait le contraire, c'était moi. Le contraire, non? Non, moi je disais, méfiez-vous, j'avais en face de moi un certain nombre de gens qui disaient, mais non, ce type il vient de nulle part, et à plusieurs reprises, alors je vais te le retrouver, parce que je me suis suffisamment fait exploser à cause de ça. Et après, quand il est passé, on a dit, jamais il n'aura de gouvernement, parce qu'il ne pourra jamais avoir le nombre de députés, tout ça, boum, il a réussi. Donc il faut qu'on soit prudent avec ça, parce que Zemmour peut faire un score, il est à 13, hein. Il est à 13. 14. Je ne sais pas ce que dit Eddy. Je ne sais pas, enfin je parle de ce que j'ai vécu en matière politique, mais l'opinion publique c'est quoi? Je ne sais pas. Ça existe ici? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup d'électeurs... À ne pas confondre avec l'opinion publique, je suis d'accord. Bon, pour qu'on finisse, témoin, et même Raguido Bal. Oui, je te présente mes excuses. Non, mais souvent, je veux dire par là que souvent, avant d'entrer dans le bureau, pas ça pour qui me le capoter. 30%. Je ne sais pas, alors, je continue, effectivement. Et là, tu as tes démarcheurs qui sont là et qui présentent le produit, d'accord. J'aime bien les démarcheurs. Et je continue la chose. Et on va parler de Zemmour, parce que là, c'est quelque chose intellectuellement de phénoménal. Et très souvent, je m'aperçois que les électeurs qui votent, ils ne vont pas regarder le bilan. Ils ne vont pas tellement se pencher sur le programme. Ah bah oui. Très souvent, c'est... la personnalité, le charisme, la façon, la pédagogie qu'il développe, et c'est comme ça que les choses attirent. Mais on va peut-être discuter de Zemmour parce que c'est passionnant. Alors, un petit rectificatif. La nuance, je ne parlais pas des choix des hommes. D'accord. Je parlais des choix des valeurs. D'accord. Okay. Puisqu'on parlait de la peine de mort notamment. Sur les valeurs, nous sommes dans un pays, et y compris en Martinique, sur un certain nombre de valeurs de base. On ne fait pas les gens évoluer de manière radicale. Regardez, moi je sonde le drapeau, donc quel est le drapeau qui représente la Martinique? Je sonde ça depuis 1986. Okay? Rouge, vert, noir, on était entre 1,5 et 3%. Aujourd'hui, on est à 50%. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une évolution lente. Donc, et progressif qui tient, donc c'est quand même une valeur de dire c'est ce drapeau-là que je choisis pour représenter la Martinique. Et 80% des gens qui choisissent le drapeau rouge, vert, noir, je leur pose la question sur leur nationalité, ils me disent moi je suis français, monsieur. Je suis français, je ne renonce pas à ma nationalité française, je ne renonce pas à l'attachement à la France, par contre, je souhaite que le drapeau rouge, vert, noir représente mon territoire comme d'autres drapeaux représentent d'autres territoires constitutifs de la République. Donc, mais ce discours-là, il n'existait pas à la fin des années 80. Donc, mais ça a été, ce n'est pas, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est que ça n'a pas apparu avec les rouges, verts, noirs. Les activistes n'ont pas précipité cette adoption. Cette adoption, elle est lente, progressive, et effectivement, elle est devenue plus spectaculaire aujourd'hui avec l'apparition des rouges, verts, noirs. Mais le drapeau rouge, vert, noir était rejeté profondément à la fin des années 80. Mais derrière ça, tu as l'idée d'autonomie. Bien sûr, tu as raison. Donne-moi 3 secondes. Okay? Tu as l'idée d'autonomie, c'est-à-dire que
je fais partie de l'ensemble, mais je revendique ma différence, n'est-ce pas? J'ai mon territoire, hein. Et ça, c'est une valeur très forte qu'on va pouvoir développer par la suite. Mais c'est quelque chose de fantastique. D'ailleurs, l'œuvre, c'est Césaire, c'est la négritude. Négritude et autonomie, ce sont deux sœurs jumelles. Michel. Ah oui, c'est vrai, Michel Gaillard. Mais je ne défends pas le BPM, mais rassure-toi. Alors, non, je rebondis sur deux idées. Hein. Ouais. La première, c'est que c'est la dissociation entre, je dirais, la notoriété et puis la capacité d'agir. Bon. Et c'est possible que cela se vérifie dans le cas de Zemmour. Ah, tiens, là, d'accord. Hein, Ah, ça- oui, ça d'accord, peut- tu ça reviens peut se- là-dessus. ça peut se Donc, on n'est vérifier. plus là, d'accord, tu es ailleurs. D'accord. Ça peut se vérifier. Ouais. Bon. Par contre, alors, il y a des, je dirais, il y a les idées qui sont portées par l'opinion publique, je dirais les idées de long terme et les idées de court terme. Ce n'est pas pour rien quand même que les grands groupes dominants de l'économie se donnent tant de mal pour contrôler les grandes télévisions, les journaux, etc. Y compris un journal comme Le Monde. Il n'y a que des capitalistes au monde. Bon, bien. Bon, c'est que ils ont bien compris que, et c'est d'ailleurs ce qui est mis en cause par certains qui condamnent les élites, le système, ils ont bien compris que pour pouvoir continuer à prospérer, nous en avons parlé tout à l'heure de l'assurance chômage, bon, il faut qu'un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs du libéralisme, soient dominantes. Or, et c'est là qu'il y a un échec. Il y a un sondage, j'étais à la fête de l'humanité, il y a eu un sondage spécial, l'humanité c'est saignable, hein, pour faire un sondage sur les hommes de valeur. Eh bien, on pose la question, est-ce que le capitalisme est porteur de progrès? Eh bien, la majorité des Français continuent à considérer que le capitalisme n'est pas porteur de progrès. Bon, par contre, quand on leur pose des questions précises, est-il vrai que l'augmentation des salaires peut créer du chômage? Là, la bataille du libéralisme semble avoir été gagnée par les tenants de cette idée. Et cette idée est à la base de la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire l'idée qui a été combattue d'ailleurs au début du XXe siècle, que le chômage est volontaire. Bon. Ça a été combattu avec Roosevelt dans les années 30. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Les assurances chômage sont nées après la grande crise. Et c'est une chose sur laquelle jamais les tenants du système ne l'ont accepté. Et ils essaient de revenir en arrière. Ouais. Donc vous voyez qu'il y a j'allais dire une bataille idéologique, hein, qui est permanente. Et c'est pour ça que quand on parle de démocratie, entre guillemets, je mets des guillemets, des grandes démocraties, bon, on ne peut pas parler de grande démocratie s'il n'y a pas de liberté de la presse et d'expression de la presse. Voilà. Alors, je voudrais dire que c'est passionnant de vous écouter, mais si on ne raccourcit pas, on n'aura jamais le temps de faire quatre trucs. Hein. Là, on est seulement à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors, ce que je voulais dire concernant Nicolas Sarkozy, j'ai vu aussi des réactions tout au long de la journée. Beaucoup d'hommes politiques qui sortaient, oui, mais on ne comprend pas cette condamnation lorsqu'on voit que la police, entre guillemets, des voleurs, de simples voleurs peut-être, sont relâchés dans la journée. Et un ancien président de la République, est-ce que c'est normal qu'on puisse le condamner comme ça? Ça a été dit par plusieurs personnes. Ça, c'est des mecs qui flippent que leur tour arrive. Ouais. C'est possible. C'est tout. C'est possible. D'ailleurs, moi j'en ai vu. Il y en a parmi eux, un certain nombre qui sont déjà inquiétés. Oui. Donc en fait, ils envoient un message désespéré aux magistrats en disant « Et les mecs, pas vraiment, mais ils vont y arriver ». Mais ce n'est pas une exception. Hein. Je vous rappelle que le maire de Grenoble, M. Carignon, a fait plusieurs années de tôle. Ouais, tout à fait. Michel Noir de Lyon, il a passé des années en tôle. Exact. Donc il y a un moment où, simplement, il faut relire l'histoire. Mais plus près de nous en Guyane. Mais oui, Ah bon. le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Ben oui. En fait,
Et le maire du L'ancienne- Lamentin ici, le maire Oui, du bien sûr. Lamentin a été incarcéré pour 34 jours. Bon, il n'était pas condamné. Il n'était pas condamné, c'était de la préventive. Donc, il faut rappeler simplement au personnel politique qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Point. Terminé. Bien. Alors, concernant le drapeau, je voulais te demander, tu n'as pas interrogé les gens sur le lambi, le drapeau lambi? Oui, le Oui, Lambi, alors. le Lambi Ça donne. est en avant-dernière position. Il est à moins de 5%. Et à la fin, c'est le drapeau 4 serpents qui est à environ à 2%. Donc, premier, rouge, vert, noir. Deuxième, drapeau français. Troisième, le Lambi. Quatrième, le drapeau 4 serpents. Mais de très très loin, le Lambi. Et est-ce que très, les très gens loin. associent le lambi à l'indépendance? Non. 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 Il n'y a Pas pas du de tout. lien. Il n'y a pas de lien. D'accord. Il associe le rouge, vert, noir à l'autonomie. À l'autre- En fait, plus que l'autonomie, l'identité, c'est terrible, hein, ça. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que les hommes politiques, il faut absolument qu'ils suivent l'évolution des valeurs. J'allais dire, du point de vue de la population, l'identité martiniquaise. C'est très important. Au-delà de l'autonomie, qui est un système Je politique. voudrais Oui, ajouter, je là, t'en prie. tu touches un problème moderne qui touche la jeunesse. L'autonomie, c'est une étape. On se sent bien, on fait partie de l'ensemble tout en ayant notre identité. Mais il y a un concept que je vois net. Moi, j'étais très à l'aise dans ça. Rouge, vert, noir, tu vois, avec des jeunes qui mettent en avant le concept de dignité. Et j'ai pas de réponse. La question est posée, la réponse est là. Je dis simplement, est-ce que nous sommes moins dignes que les Saint-Luciens ou que les Barbadiens? Il y a derrière ça un malaise de la jeunesse qui pose un problème. Mais ça revient systématiquement, il dit, systématiquement, Oui, tout à fait. ce besoin de dignité. On l'avait tant que Césaire était là, et pas de problème. Maintenant qu'il n'est plus là, il y a ce malaise qui remonte. Tu sais Mais il que faudrait développer ça. ça se traduit au quotidien. Ce qui est arrivé à Marcel Ravin, Ouais. qui a été bloqué, c'est encore un problème de dignité. C'est encore un problème de dignité. Tu sais, moi je le dis tout le temps ici, alors j'ai déjà été attaqué à de multiples reprises sur ça, mais il ne faut pas oublier que nous sommes noirs, au sens global du terme. Il ne s'agit pas de pigmentation, mais il ne faut jamais l'oublier, parce que de toute façon, de l'autre côté, on nous le rappellera tôt ou tard. Et cette exigence de dignité, c'est ça. C'est la demande forte du respect. Ok, on va parler de Zemmour, hein, puisque c'est vrai que c'est pas dans le programme, mais c'est incontournable. C'est la montée de Zemmour. 14, tu disais? 14. 14, Marine Le Pen est à combien? 16? 16 à peu près. 16. 16, 2 points. C'est cette montée Je fantastique de voudrais ce être gars. provocateur, là. Non, Je voudrais être provocateur. Ah, tu veux? Ah, ben Ah je oui, t'en prie, je veux vas-y. l'être, pour une fois. Je ne vais pas lui laisser le monopole à celui-là. J'attendais ça avec impatience. Non, Zemmour, c'est un phénomène extrêmement important. Je ne sais pas s'il va être élu, c'est pas là mon problème. Mais j'ai été scotché par le débat entre Mélenchon et Zemmour. Ok. Là, dans tous les domaines, c'était remarquable. J'ai pas bougé. On m'a raconté yo, parce que là, il y a une puissance culturelle, des échanges. Et puis Zemmour qui fait un peu d'économie maintenant, c'est fantastique. Et j'ai toujours écouté avec beaucoup d'attention Zemmour. Je ne suis pas de droite radicale ni d'extrême droite. Hein, soyons clairs. J'entends. Ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Mais j'entends les opinions et c'est très important. Tout à fait. Et l'un des effets, je terminerai par là parce que je ne veux surtout pas monopoliser la parole, il y a des politologues beaucoup plus compétents que moi à mes côtés, mais Zemmour fait passer ou banalise les idées de la droite radicale et de l'extrême droite. Ça devient quelque chose que l'on peut effectivement, On peut en parler. auquel on peut adhérer. J'arrête. Oui, alors, Mais c'est un petit peu comme Trump, hein. C'était le porte-parole de, comment on les appelle, les petits blancs là-bas aux États-Unis. Les rednecks. Les rednecks. ouais. Donc, enfin bon, oui, vas-y, Michel. oui, ce que dit Philippe est essentiel. C'est à la fois la pédagogie, le langage, le vocabulaire, les attitudes, et surtout la grande culture historique. Ok? La grande culture historique, mais je dirais pour des valeurs d'exclusion et de haine. L'idée fondamentale, c'est quoi? C'est le déclin
de la France, l'envahissement de la France, l'envahissement démographique, la subversion démographique et la perte de l'identité. Donc l'ennemi absolu, c'est l'immigré. C'est ça. Et en ce sens, il construit un mur qui s'alimente de toutes les frustrations, de toutes les peurs du temps présent, y compris les peurs qui sont liées à la pandémie. C'est-à-dire que c'est en ce sens qu'il est dangereux. Alors, la question, c'est vrai, les sondeurs vous disent, on a vu dans d'autres campagnes électorales, on appelle ça des candidats, enfin des candidats éclairs, des types qui montent haut dans les sondages et puis après qui disparaissent. Et en ce sens que je me rallie un petit peu à l'idée de dire, c'est qu'au moment du vote, les gens se disent, mais ce gars-là, est-ce qu'il sera capable de gouverner, de traduire tout ce qu'il dit en actes de gouvernement? Bon. Donc, mais néanmoins, pour le moment, il prend des voix à Le Pen, mais il prend aussi des voix à la droite. Et les Républicains, bien sûr. le Parti républicain commence à le prendre au sérieux. Parce qu'il y a une frange, tu as bien dit, la droite extrême et l'extrême droite. Et moi, je te dirais que je ne vois pas de différence, parce qu'il y a quand tu prends Ciotti, par exemple, Ciotti, c'est un nostalgique de l'Algérie française, c'est un colonialiste, c'est un raciste. Il n'y a pas de guerre de différence avec Le Pen. Hein. Il faut que nous parlions clair. Mais c'est ce qu'il fait, Zemmour. Parce que moi, j'ai vu dans ce qu'on a passé en télévision hier, on est revenu sur des éléments de langage de Chirac, même aussi de Giscard d'Estaing dans les années 80. Et Chirac a donné l'exemple de l'Africain qui vient dans la maison d'à côté avec 3-4 femmes, avec combien d'enfants? Il touche 50 000. Il y a l'odeur, il touche 50 000. L'odeur, c'est Chirac. De Chirac, je parle de Chirac. Et le pauvre Français qui se lève le matin tôt pour aller bosser, il a 1500. Et l'autre qui fait tout ça, il a 5000. Et il dit, comment voulez-vous que les Français puissent admettre ça? Ce par contre qui est un peu bizarre, c'est qu'une fois au pouvoir, on oublie ce qu'on a dit. Parce que les Européens ont été au pouvoir plusieurs fois. Ils n'ont jamais mis en avant ce qu'ils prônaient avec ce genre de phrase. Hein. Ça m'a un petit peu étonné. Mais Michel, les gars de la droite disent ça. Ils disent ça. Hein. Giscard d'Estaing l'a dit aussi, je crois. Les gars de la droite, je te réponds puis après je laisse la parole aux autres aussi. Les gars de la droite sont pour une immigration, disons, contrôlée, encadrée. Bon. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence d'ailleurs entre cette conception-là et celle d'une certaine gauche. Hein. Bon. Quand tu prends un ancien ministre de Mitterrand, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, Chevènement. Ouais. Chevènement, c'était ses positions. Bon. Le Drian, qui est un socialiste, ce sont ses positions. Bon. Personne, et même à l'heure actuelle, l'actuel dirigeant du Parti communiste français dont j'en fais la connaissance, Fabien Roussel. Fabien Roussel a dit très clairement, il n'est pas question de laisser sur ces questions-là, la sécurité, le champ libre à la droite et à l'extrême droite. Bien oui. Bon, je vais vous parler de Gaulle, je vais vous citer De Gaulle. Vous allez rigoler. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras, mais il ne faut pas qu'elle vienne nous imposer ses mœurs. Voilà le général de Gaulle. Donc tu imagines que quand Zemmour se revendique de Gaulle, hein, absolument. Là il a fait il y a des types qui ont dit mon Dieu, le général de Gaulle qui a secoué quand il a dansé au Kabylie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il y a quand même un élément qu'il faut quand même qu'on donne, qu'on apporte au débat, c'est que Zemmour c'est quand même une création d'Emmanuel Macron. Ok. Et Emmanuel Macron a tout intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un comme Zemmour qui existe. Tout à fait.
Parce que Zemmour, en étant là, il ne tape pas tellement sur... Enfin, il ne désigne pas tellement Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen, c'est fini, c'est usé. Pour le personnel, on va dire, politique classique, la grande crainte d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y ait parmi le personnel de droite quelqu'un qui monte suffisamment pour le mettre en danger. Parce que les Français disent la chose suivante, très claire. Si c'est Marine Le Pen ou contre Macron, on va voter pour Macron. Parce que Marine Le Pen n'y connaît rien. Okay. Par contre, si c'est un politicien classique de droite, comme Macron, de toute façon, est de droite, eh ben, nous allons voter l'autre là parce que nous, bon, lui, Macron. C'est ça. Donc Macron se dit, bon, ouais, Zemmour. Macron n'a jamais protesté. Quand Zemmour a été attaqué dans la rue, il y a quelques mois, le premier coup de fil qui lui a été passé, c'est Emmanuel Macron qui l'a appelé. Ok. Donc, il y a là un jeu subtil de politique, de stratégie politique, qui est de faire monter, comme Mitterrand avait fait monter Le Pen pour péter Chirac. Et la première des stratégies concernant Zemmour, c'est l'occupation médiatique dont il est l'objet au quotidien. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est extrêmement calculé. Il n'y a pas une journée, une chaîne de télévision d'information sur laquelle vous allez vous mettre toute la journée. Toute la journée, vous avez ça. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement calculé. Et effectivement, je souscris volontiers à la fabrication de contre-vote. Et il n'est pas encore déclaré président. Il n'est pas encore déclaré. Regardez par exemple, vous regardez régulièrement CNews. Ah oui. CNews, vous avez remarqué quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, le CSA, qui quand même a fait un effort en disant, bon, les mecs, vous donnez à un futur candidat de la République des heures d'antenne. C'est ça, c'est pas possible, vous arrêtez ça. Donc les mecs ont arrêté. Mais c'est bien CNews qui a repris, alors que, rappelons quand même que Zemmour a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale, etc. Okay. Absolument. Bon, notamment en 2018. Bon. CNews le reprend, le fait monter, mais regardez CNews ces temps-ci. 50% du temps qui est accordé, c'est au gouvernement. Vous n'avez pas remarqué ça? Le Premier ministre arrive, il parle, CNews lui donne 40 minutes d'expression, le CSA va taper. Macron parle, et pendant 2 heures, l'antenne lui est livrée. Alors, et en fait, c'est pas très compliqué. CNews, c'est parfaitement jouer sur cette espèce d'ambiguïté. D'un côté, je fais monter le candidat qui va tuer la droite. De l'autre, je donne la parole au gouvernement. BFM n'en fait pas moins. Hein. Oui, parce que BFM n'en fait pas moins. Mais ils font tous ça. LCI aussi. Et en fait, l'ambiguïté de je ne suis pas candidat joue sur la décompte d'une certaine décompte du CSA. Ouais. Le CSA ne peut pas te reprocher de donner la parole à un candidat qui n'est pas candidat. Et en plus, son livre s'est vendu à 100 000 exemplaires une semaine. Mais CNews vient de dépasser en taux d'audience la BFM TV. Oui. Bon. Oui, mais je ne vais pas défendre Zemmour, maintenant. Mais Zemmour a travaillé. Il a sorti des bouquins. Oui. Okay. Oui. Ces bouquins, il les vend, bien sûr, aidé par les médias. Oui. Mais il a travaillé, il a fait des travaux extrêmement intéressants. Oui. Il faut pas qu'on soit trop naïf. À un moment donné, Zemmour va se prendre une raclée médiatique qui est déjà en train d'être préparée. Il y a un magazine qui a préparé un numéro spécial. Alors vous avez vu ce que Paris Match a fait. Sur la famille. Zemmour ne va pas trop loin parce qu'on a suffisamment de photos. Parce que qu'est-ce que Zemmour s'est permis de faire? Zemmour s'est permis dans une émission à forte audience, l'émission qu'il avait avec sa compatriote guadeloupéenne, Christine Kelly, qui est d'ailleurs qui est en train de virer très progressivement à la droite, voire à l'extrême droite. Hein. Oui, absolument. Impressionnant. Oui, absolument. Elle oublie ses origines, à mon avis. Elle oublie ses origines. Zemmour dit, je trouve scandaleux qu'il y ait un tel décalage d'âge entre la première dame et le président de la République. Il y a 24 ans. Hein. Zemmour se tape une petite nana, il y a 35 ans de différence d'âge. Et par image, je dis, au fait, vous vous rappelez que vous avez mis en cause la différence d'âge? Mais c'est pas dans le même sens. Hein. Oui, oui, mais elle est plus jeune. C'est lui le vieux. Mais elle est magistrat, je crois.
Elle est magistrat, non? Mais c'est mieux accepté Elle dans ce est, sens-là. non, elle est sa conseillère Oui. en communication. C'est une énorme. C'est une énorme. Elle est préfète, hein? Elle est magistrat. Magistrat. Ah ouais. Elle est magistrat. Elle a pris La disponibilité. une disponibilité. Voilà. Bien. Donc, En tout cas, à mon avis, à suivre il va toute se cette taper. histoire. Il va comme Fillon. Ça va. Parce Mais que oui. la fortune personnelle. Autre élément du débat, la fortune personnelle de M. Zemmour est estimée par un magazine américain à 250 millions d'euros. L'année dernière, il a gagné, juste avec ce qu'on appelle les ménages, etc., plus ses bouquins, il a gagné 80 millions d'euros. Donc, un type qui prône l'humilité, proche du peuple, etc., ils vont lui servir sur un plateau. Oui, mais comme Philippe dit, il a il n'aura pas travaillé. besoin, Dis-moi, il n'aura il pas a les besoin d'avoir des moyens. comptes de Il a campagne les tranquilles. moyens. Il a les moyens. Il a les moyens. Ah oui, puisqu'il a publié son livre à compte À compte d'auteur. d'auteur. Il a diffusé son bouquin. Donc il peut affronter une campagne. Ah Il a oui, les là, moyens. Maintenant, il faut il faut réussir à sans avoir signature. des signatures. Bon, ça, c'est encore un autre souci. Ça doit s'acheter. Bien. Ah oui. Ça va, ça. Bon, c'est comme C'est excellent. c'est comme les sénatoriales, tu veux dire? Moi, je dis rien. Moi, il y a un candidat au sénatorial qui m'a dit qu'il fallait avoir une valise avec 300 000 francs à l'époque. C'était 300 000 francs. En Tu coupais 2000. les billets de 500 € en deux. Tu donnais au premier billet, et Philippe c'est ça, parce qu'on lui a Mais raconté. maintenant, mais il a c'était peut-être vu ça, Mais tu non, donnais monsieur. un billet de un Pascal, tu donnais la moitié, moitié. le type allait, et quand il avait bien voté pour toi, tu lui donnais l'autre moitié. Mais comment il tu collait. sais que le gars a Moi, voté pour toi? J'ai connu les voitures. Voilà. Oui, les voitures. T'as connu Non, ça parce que continue. tu lui donnes. Attends, tu lui donnes le bulletin. Oui. Ah bon, tu lui donnes le bulletin. Je suis ton nom. d'accord, Ah bah mais oui. tu- Et puis il y a un mec qui le suit. Ah, bon, mais et- le gars n'a pas le droit d'entrer dans, Ah bon dans le truc, hein, Ah bon Non, avec non, lui. non, mais il ne passe pas par l'isoloir. Tu sais que tu n'es pas obligé de... Quand tu votes pour les sénatoriales, tu ne passes pas par l'isoloir. Ah bon. Tu viens à ton bulletin. Attends, il y a quelqu'un... C'est des élus. Et tu prends, il a son bulletin en main. Clic. Il a dit, ok, on a fini. J'ai voté une fois pour les sénatoriales, je suis passé par l'isolant, moi. Tu t'es fait un devoir de passer par l'isoloir. Ouais. Mais on t'a proposé combien, Michel? Quand tu n'as pas accepté. Quand tu n'as pas accepté, personne ne peut penser que tu as accepté. Mais c'était pour savoir les enchères, le prix de Mais il y avait c'était- des isoloirs. Moi aussi j'ai voté, mais c'est pas des isoloirs. Tu n'es pas obligé de passer par l'isoloir. Bien sûr. Bon, allez. Tu En passes tout par cas, l'isoloir quand tu prends tes bulletins, parce qu'on Ouais. ne doit pas savoir, mais quand tu arrives avec ton enveloppe, tu vas directos. Ah oui. Poum. Oui, d'accord. bien. En tout cas, c'est moi les moyens de Oui. Mais oui, payer je la voulais- je campagne. voulais hein. voir Oui, aussi. oui. Alors, la 7e demande au préfet de contenir le prix du gaz en Martinique. Et le président Serge Letchimy a écrit au président français pour lui parler de ce problème. Et apparemment, Michel nous disait que cet après-midi, le Premier ministre Ouais. avait Alors, j'ai donné lu une première réponse. J'ai lu avec beaucoup d'attention, bien sûr, le problème le courrier du président de la CTM au président de la République. Bon, parce que, par philosophie, je suis attaché, bien sûr, à la baisse. À ce qu'un produit de première nécessité, on en a déjà parlé, soit contrôlé. Bon. Le problème, c'est que, à mon avis, dans la lettre, les trois quarts de la lettre parlent de la différence de prix entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc, ils tapent à côté de la plaque. Ouais. Le problème du prix du gaz, il faut quand même le rappeler pour nos éditeurs, on l'a déjà dit plusieurs, peut-être, je ne sais pas si c'était en antenne, le problème du prix du gaz, c'est l'envolée des prix du pétrole. Le prix du pétrole vient de passer les $80. Bon. Par conséquent, c'est un problème qui est extérieur à la Martinique. Bon. Alors, par contre, il y a deux solutions. Et je crois que c'est dans cette direction que, ou bien on bloque le prix. Mais alors, les acteurs économiques achetant le produit, la matière première à un prix qui monte, il faut les subventionner pour qu'ils ne puissent pas licencier du personnel. Bon, parce que dans le gaz, il y a la SARA, il y a le centre d'enfûtage, il y a la distribution, il y a les camionneurs, et puis il y a les dépositaires, les petites boutiques. Les toutes petites boutiques qui gagnent 6-7 euros par bouteille. Bon, tout ça c'est historique. Donc il faut subventionner. Bon, alors, ou la subvention c'est l'État, ou la subvention c'est la CDM. Ok? Bon. Bien. Deuxième solution, à mon avis, c'est ce vers quoi le gouvernement s'oriente, c'est la revalorisation de ce qu'on appelle le chèque énergie.
Alors le chèque, moi, ça m'a préféré parce que le chèque énergie, c'est en dessous, en gros, de 11 000 € par an. Donc, ça cible les consommateurs les plus modestes, hein, parce qu'il y a des consommateurs qui peuvent très bien payer une bouteille à 30 €. Tu comprends? Bon. Mais par contre, il y a un chiffre qui est annoncé, que ça ne devrait pas dépasser 25 €. Bon, 25 €. Alors à ce moment-là, il faut donner aux gens, majorer le chèque énergie. En moyenne, c'est 150 €. On a donné 100 € en France pour le chauffage. C'est ça. Bon, il n'y a rien dans les mesures annoncées par Castex. À moment où nous parlons, nous n'avons pas la déclinaison de ces mesures en Outre-mer. Mais en Outre-mer, il y a des différences. C'est le GPL, parce que ce n'est pas le gaz de ville, le gaz naturel. Hein. Bon. Et puis surtout, les aides, le chèque énergie, etc., qui sont appliqués. Donc, mais ce que je retiens quand même, c'est que le gouvernement use d'une norme dont nous avons parlé ici, il y a 8 ou 15 jours, je crois. 15 jours, oui. Il l'utilise, donc, il faut qu'on nous dise quand même. C'est quoi Le ça? Bon, Mais le blocage, est-ce qu'il il a faudrait pas... utilisé une norme antédiluvienne, obscène, le blocage des prix. Alors, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, Michel et tout le monde, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même féliciter la nouvelle gouvernance de la CTM? Pourquoi ça? Mais vous n'avez pas réussi à faire ça, vous? Faire l'État. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ne réponds pas à la provocation. Non, c'est pas de la provocation, parce qu'apparemment, ceux qui l'ont proposé au gouvernement, ils ont répondu comme ça. Donc ils n'attendaient que ça, d'être sollicités peut-être, non? Non, monsieur Letchibi a fait une manœuvre. Alors, je te dis, c'est démagogue en faisant croire que le problème... Mais oui, je dis les choses très clairement. C'est démagogue en faisant croire que le problème, c'est la différence du prix entre la Martinique et la Guadeloupe. Bon. Alors, allons expliquer ça. Allons expliquer la différence. On l'a déjà réexpliqué. Non, mais les gens ne comprennent pas bien. La différence, aujourd'hui, ce n'est plus l'octroi de mer. À un moment, c'était l'octroi de mer. Les 2 octrois de mer, c'est-à-dire la taxe, Ils sont égaux. sont équilibrés. Bon. La vraie différence, c'est le prix qu'on donne pour transporter le gaz aux transporteurs, donc aux chauffeurs, aux distributeurs et aux grossistes. C'est ça le problème. C'est que pour les raisons obscures, il vaut mieux pas qu'on ouvre la boîte, hein. Je l'ai déjà dit ici. Si on ouvre la boîte pour expliquer pourquoi un transporteur de gaz gagne plus en Martinique qu'en Guadeloupe, on va arriver à des choses gravissimes. Hein. Gravissimes. Je n'ouvre pas pour l'instant. La Martinique va souffrir. Mais nous sommes dans un état de droit. La Martinique devrait pareil qu'en Guadeloupe et en Guyane. Non, ça se négocie quartier par quartier, ville par ville, département par département. En France, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Par exemple, les Chimio est très bien pu dire, en Moselle, c'est ça. Pourquoi en Martinique, c'est ça. Il s'en tient à la Guadeloupe pour qu'on comprenne, tu vois. Mais il aurait très bien pu dire, en Mayenne, je ne comprends pas pourquoi c'est ça seulement et pourquoi c'est plus cher. Tu comprends? Donc, parce que les gens lui disent, ouais, mais bon, il y a, entre les deux, il y a l'Atlantique, c'est plus cher. Tandis que là, Guadeloupe, les gens ne comprennent pas. Bon. Donc, mais les gens ne comprennent pas. Ils disent surtout que le gaz part de la Martinique pour aller vers la Guadeloupe. C'est pour ça que je te dis que là, qu'à sortir même côté A, il aller dans 2 côtés différents. Côté A, il y a fabriqué, il est plus cher. Parce que on donne plus d'argent pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici pour l'instant aux chauffeurs, aux grossistes, aux distributeurs. Ok. D'accord. Donc, Etchimi dit dans une lettre, donc ce que tu dis n'est pas tout à fait vrai. Etchimi dit dans sa lettre au préfet, pas au président de la République, au préfet. Oui, c'était au préfet, pardon. J'ai dit président, c'était au préfet. Oui, c'est le préfet. Il dit la chose suivante, je suis prêt à évoquer la question de la réduction des marges. Parce que c'est là, on a dû lui dire, Serge, tu sais, c'est pas la SARA, on est bien d'accord, parce que la SARA, elle, de toute façon, elle paye le Koweït ou bien le pétrole qui vient de mer du Nord. C'est à partir du moment où la SARA a fabriqué, parce qu'il faut dire aux gens que c'est du pétrole qui est transformé en gaz. On est d'accord? Bon.
Donc on n'importe pas du gaz, hein, on importe du pétrole, on le transforme en gaz. C'est à partir du moment que ça a fabriqué que là, il y a un petit boost par rapport à la Guadeloupe. Donc ce boost-là, il faut... Moi, et il a raison, le Chimi, il a dit... À la Guadeloupe et à la Guyane. Hein. À la Guyane aussi. Hein. Le truc est 2000 km plus loin, puis à Biba. Et il dit, moi je suis prêt à mettre sur la table la problématique des marges. Tu sais que si on ouvre ce truc de la problématique des marges, le pays a bloqué. Parce que les transporteurs vont dire, ah non, pas mal, là, j'en ai. Les distributeurs vont dire, ah, pas mal, là, j'en ai. Et notamment celui qui a voulu manifester devant la salle. Ouais. C'était une manifestation suicidaire. Oui, en plein Covid. Ouais. Bon, non mais alors, je permets... Alors n'ouvrons pas la boîte. Je me permets de donner... me permets. J'ai fixé le prix du gaz pendant 15 ans. Ok. Bon. Parce que donc tu sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a derrière. Ok. Bon. Il y a des problèmes de stockage, il y a des problèmes d'investissement, etc., qui sont derrière, qui ne sont pas les mêmes ici qu'en Guadeloupe. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a cette différence. C'est pourquoi je dis que c'est démagogique. Vous aviez le prix qui était à ce niveau-là, disons, prenant en 2020. Ok. Bon. En Guadeloupe, il était là. Et il a augmenté, mais la différence reste la même. Ouais. Ce qui est important, c'est le trend, c'est l'évolution, c'est l'augmentation subie aussi bien par les consommateurs martiniquais que par les consommateurs guadeloupéens. C'est ça le vrai problème. En 2020, tu as dit 2020, oui. Autrement dit, non, j'essaie de... Quand je dis 2020, je devrais être plus précis, fin 2020, parce que les prix du pétrole ont chuté pendant le premier confinement, exact. Aussi bien le prix de l'essence que du gaz, ils sont remontés à la fin de l'année avec la reprise économique. Et avec aussi les réunions, on rentre un petit peu dans les détails, les réunions de l'OPEP. Bon, l'OPEP a réduit les quantités, bon, comme l'offre était moins importante et que la demande augmentait, comme c'est un prix qui est fixé en fonction de l'offre et de la demande sur le plan international, et sur lesquels, jusqu'ici, les États, pour le moment, dans le régime capitaliste, ne se mêlent pas de ça. Mais oui, c'est ça la réalité. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté. Alors, que certains essaient d'utiliser un produit de première nécessité pour se faire une certaine popularité, etc. Bon, d'accord. Mais le problème de fond reste celui-ci, c'est que, c'est un problème qui est international. 2, il faut prendre des décisions, mais ça implique des décisions budgétaires. Ça veut dire que le blocage des prix doit être supporté à un niveau donné par quelqu'un. Donc quand tu dis au préfet, le préfet te dit, bon d'accord, on bloque le prix, mais vous là, vous mettez tant, et l'État met tant. Oui, là tu as dit que le Premier ministre a donné jusqu'en avril. Alors, le Premier ministre a bloqué le prix jusqu'en avril en se disant, parce qu'on espère que la production va remonter en avril et que les prix vont descendre. D'accord. Voilà. Mais, alors, oui. Bon. Vous voulez quelqu'un d'autre réagir sur ça, non? Ça va? En tout cas, si la question était de dire que la CTM demande au préfet de contenir le prix du gaz, sans entrer dans des détails techniques comme ils le font très 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 bien, je vais dire, il est heureux que l'État et la CTM, ensemble, puissent se rencontrer et parler dans l'intérêt des Martiniquais. Mais oui, c'est ça en fait. Hein. Celui qui va aller payer. Hein. Tout à fait. Tu voulais dire quelque chose? Il faut quand même rappeler que c'est nous qui allons payer. Hein. Une question. Nous avons deux économistes là. Je vous poser une question. Oui, vas-y. Oui, très 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 naïve. Ouais, parce que... Non, mais c'est vrai, il y a des choses que je ne comprends pas. Et c'est pas là. Là, je sais pas, l'État, il dépense, il y a des milliards qui tombent, des centaines de milliards. Bon, on parle plus de millions, mais ben, ça tombe. C'est la planche à billets qui je pose la question. Philippe le président a dit quoi qu'il en coûte. Hein? C'est un pognon de dingue. C'est fini. Mais quittez-moi, moi les poser en question, pas comprendre balle. Alors, la planche à billets marche, bon, c'est pas, et je sais pas, on fait marcher le papier. Et je constate, le prix du gaz augmente, ça n'a rien à voir. Mais je constate que sur place, il y a beaucoup de produits qui augmentent. Et je regarde le prix des frigidaires. Et je fais beaucoup de bricolage. Hein. Je suis un travailleur manuel. Il faut pas libérer aussi, bien sûr. Non, mon café tuyauterie, mon café électricité. On te croit. Et le prix a augmenté de façon
considérable. Matière première des pays Bon, fabricants. alors, je pose la question suivante. Je suis complètement naïf, je suis nul en la matière, comme bien d'autres matières. Bon, est-ce qu'on n'aboutit pas, lorsqu'une chose n'est plus rare, qu'il y a de l'argent à en vouloir, ça tombe, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas déboucher sur une inflation? Eh ben, elle est déjà Je là. pose la question. On l'est déjà. Elle est déjà là. Alors, Rassure-toi, elle ça, est déjà ça là. va faire mal, hein? Oui. Oui, C'est parce alors- que vous en pensez. Mais là, tu sais, parce que ça tombe les milliards. ta Hein? question est extrêmement intéressante. Et l'une des conséquences immédiates de l'augmentation des prix, on va dire ça comme ça, de l'inflation, c'est l'augmentation automatique du SMIC. Là, au 1er octobre, enfin, quand l'émission sera diffusée, on sera le 1er octobre, le SMIC a augmenté de 2,2. ouais. Ça, c'est prévu par la loi. Alors, il y a des types qui ont dit, bon, gouvernement, donnez-nous un petit... Et j'ai augmenté de 2%, c'est déjà pas mal. Et donc, l'inflation, elle est à venir. Et on va partir sur des choses Donc, mes redoutables. craintes sont fondées, Ouais. d'accord. Et une économie qui est impactée par l'inflation, c'est catastrophique. Ah, C'est 1973 pour les plus jeunes d'entre nous, avec augmentation massive du chômage, impact bien évidemment sur tous les budgets d'État, augmentation des impôts, enfin c'est reparti. Ouais, Michel. Non, j'abonde dans le sens, je ne vais pas trop insister, mais je voudrais préciser qu'effectivement, l'augmentation du SMIC, bon, c'est dans la justice de cette semaine, n'oublions pas nos fondamentaux. Bon, mais vous allez, quand vous lirez le journal, vous verrez qu'en plus, l'augmentation de 2,2% est insuffisante pour les travailleurs martiniquais parce que sur la période où ça a été calculé, à la Martinique, l'augmentation des prix n'a pas été de 2,2%, mais de 3,2%, de 1% de plus. Donc, quelque part, tous les travailleurs payés au SMIC et au voisinage du SMIC, ainsi que les allocations qui vont avec, c'est un mécanisme que nous connaissons depuis longtemps en Outre-mer. Quand l'inflation est supérieure en Outre-mer, eh bien, tous les revenus qui sont fixés par référence avec, entre guillemets, la métropole, je dis bien entre guillemets, la métropole. Oui. Parce que une expression, Philippe, je suppose que comme moi, c'est une expression qui m'insupporte. Ah, moi aussi, je ne peux pas longtemps. Donc, tous ces revenus-là perdent de pouvoir d'achat. Voilà. Bien. Alors, Eddie. c'est pour vous montrer que cette émission a un impact considérable. Et Philippe, tu devrais faire attention à ton téléphone, à mon avis, une fois qu'elle sera diffusée. Et j'ai un petit SMS lié à ce qu'on disait tout à l'heure, à propos de Sarkozy. Le candidat à une présidentielle ne jette pas un œil sur son compte de campagne, mais il peut aisément décider de fermer les deux yeux. Pour ce qui est de Sarko, le compte était ouvert par l'association de financement de son parti, qui était, de fait, son mandataire financier. Donc Sarko peut dire ce qu'il veut, D'accord, ok, c'est d'accord. bon. Bien. Oui. Bon. Alors, moi, je voulais poser une question à Philippe, mais à tout le monde. Hein. C'est pas Philippe, en plus, c'est Joseph. Ça, oui. Voilà, Philippe, c'est là. Voilà. Joseph. Tu as déjà répondu sur ça. Pourquoi les journaux, les journalistes ici ne font pas d'investigation? Moi, c'est quelque chose qui... Je m'interroge sur ça parce que j'ai reçu un truc et je me demande pourquoi c'est Mediapart qui délivre ce genre d'informations. Tu parles de Alors, quelle tu parles de quoi? information? Lesquels? Alors, le principe de la terre brûlée, et on parle de l'équipe sortante de la CTM. Et il y a des trucs quand même, on te parle de 105 millions par là, 275 millions par là. Alors, il faut que tu saches quelque chose, Emmanuel, quand même. Oui. Que c'est toujours quelqu'un à l'intérieur Mais- de l'entreprise qui envoie le message à Mediapart pour se donner Mais l'impression pourquoi on ne l'envoie pas à RCI, pourquoi on ne l'envoie pas à RFO? Oui, Eddie. Pour des raisons simples que vous connaissez, il ne faut pas s'étonner. Moi, ça m'étonne que tu t'étonnes. Oui. Mais non, mais il ne faut pas s'étonner. On en a Attends, parlé Eddie, déjà, non, mais je Eddie, suis étonné mais- de recevoir ça. Mais Et non. pourquoi ici on ne l'a pas fait? Mais non, mais de toute façon, tu as déjà été, toi, destinataire de choses. Moi, j'ai été destinataire. Michel a été destinataire. José, à travers son média, a été destinataire. Nous sommes sur 1000 km², ok? Il y a des gens qui m'attaquent tout le temps en me disant « Ouais, vous n'avez pas qu'à faire une investigation, bah, et comme ça. » Je réponds simplement. Là, au cas de la pêche, ok? Au cas où il y a les filettes là, là où ils montent les filettes là, c'est ça l'investigation. Tu envoies ton filet et tu penses remonter des informations fondamentales. Mais est-ce que dans le filet, il y a ta grand-mère, ta cousine, ton tonton? Tu rejettes le filet à l'eau, frère.
Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est tu es payé comment? Là où on fait une investigation comme ça, ou bel nègre, ou qu'on met tes affaires mondéo comme ça, à la fin du mois, tu es payé par qui? Par le mec qui est content d'avoir eu la révélation, il te donne 0 centime. Tu es payé qui est-ce qui te paye? C'est le boss du journal qui te paye. Et lorsque tu as révélé matin, midi et soir, plein de choses, y compris des choses dans lesquelles le boss est dedans, à la fin du mois, c'est pas un chèque qui t'envoie, c'est seul le compte au voir. L'investigation, c'est d'abord l'indépendance. En France, qu'est-ce qui fait de l'investigation? Il y a beaucoup de gens qui font de l'investigation. Il y a la fille de France 2, là, comment, elle est tout le temps en examen, mais ça va pas plus loin. Comment elle s'appelle? Tu sais combien elle gagne? Tu sais combien elle gagne par mois? Cette nana gagne plus de 10 000 euros par mois. Ok. Ah ben, oui, mais Joseph... Qu'est-ce qui la paye? Nous. Enfin, oui, mais José a dit que pour RFO, pour Martinique Première, c'est une ligne de budget. Donc ils ne risquent rien, eux. Ah si. Ils peuvent faire de l'investigation. Ils ont 20 millions juste de l'investigation. Mais le type va trouver sa cousine dans le truc. Oui. Ah bon, d'accord. Donc c'est pas l'argent. Mais je te donne le premier argument. Quand tu es Mediapart s'en fout. Mais qui est-ce qui va faire de l'investigation sur Mediapart? Qui est-ce qui a dit que Edoui Plenel a écrit les discours de Nicolas Sarkozy? Qui a dit ça? On est d'accord. Sur Mediapart, il faut faire attention d'ailleurs. Il y a eu récemment des problèmes avec Mediapart, notamment sur la question du vaccin. Il y a Mediapart, rédaction, et puis il y a des blogs. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont relativement indépendants et qui écrivent sur leur nom. Bon, et qui doivent respecter quand même une charte. Or, récemment, Edoui Plenel a fermé des blogs de certaines personnes qui avaient affirmé des choses erronées, disons, sur le fait que le vaccin avait tué des gens. OK? Bon. Et il a été rappelé à l'ordre et il a fermé le blog. Ouais. Bon. Alors, je ne sais pas, concernant ce que tu as reçu. Moi, j'ai reçu un document. J'ai reçu un document concernant, soi-disant, des 105 millions, etc. Bon. Nous avons ici le débat sur le budget supplémentaire. Bon. Ce sont des chiffres, des données qui sont publiques, qui sont débattus publiquement par les élus. Donc il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. Donc, et si tu veux, je peux t'envoyer le rapport de l'actuelle mandature sur le budget supplémentaire de la CTM. Et tu as tous les chiffres dont tu parles. Il y a un débat qui est plus global. Oui. Et ça va faire sourire. Philippe, on est quand même dans une petite société, c'est vrai, toute petite, 1000 km², qui vit en lien direct avec, je dirais, un continent dont les niveaux de richesse sont extraordinaires. Vous avez probablement vu, ceux qui ne l'ont pas vu peuvent aller sur le net, hier, mardi soir sur Arte, sur la corruption des milieux politiques européens par l'Azerbaïdjan. Okay, où on voit que pour protéger le dictateur de l'Azerbaïdjan, on distribue 35 millions d'euros à différents députés européens du Conseil de l'Europe, des Italiens, des Français, des Anglais, etc. Les mecs, des Allemands, ils touchent des millions. Il y a un Italien qui se fait choper, il a touché 2,5 millions d'euros. Ok ? Donc, le niveau de corruption ici est moindre, mais il existe. Or, le problème, c'est que quand tu installes un système de corruption dans une toute petite superficie, fatalement, tu touches tout le monde. Il ne peut pas avoir deux élus corrompus. Il y a une camarade, il y a une famille. Donc, là où commence, vous voyez l'argent, les familles là, ni copains, cousines, c'est tout le monde qui prie d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est pas que tout le monde soit corrompu, mais à partir du moment où tu es dans une société où tu vas vouloir mettre sur la place publique un certain nombre de choses, comme je le disais, il y a de fortes chances que ta propre famille soit dedans. Tu vas le découvrir, mais trop tard. Mais Emmanuel, pour corroborer tout ça, pour te dire, en fait, Mediapart diffuse très souvent des informations qui sont données, qui sont en réalité pas des scoops, parce qu'en fait, si on prend le temps
comme dit Michel à l'instant, d'aller investiguer ici chez nous, de lire les documents qui sortent de la région, qui sont quasi publics, on a les informations. Mais tu as des gens à l'intérieur de ton entreprise, j'ai vécu ça de multiples fois, pendant que vous êtes en train de faire une réunion, vous avez un traître à l'intérieur de la réunion qui envoie des qui envoie des choses, soit pour l'inutile qu'il dit connaître, dont je vais taire le nom, bon, d'un truc, et où vous avez des qui envoient à Mediapart, mais c'est pas un scoop, c'est un non-événement, ça. Moi, ce matin, j'ai entendu ce matin à la radio, tu parles d'investigation, j'ai entendu ce matin à la radio une interview de ministre de la justice haïtien qui a été déchu par le Premier ministre, interviewé par Jean-Marc Pulvar, et qui raconte l'histoire de son élection, de sa déchéance et tout ça. Moi, il y a un peu d'investigation, oui, moi je trouve ça très bien. Oui, mais ils peuvent. Mais il parle en Martinique, il parle pas en Haïti. C'est toujours le même problème. Sans compter que moi, en tant que rédacteur en chef de journal qui fait attention quand même à ce que le type affirme des choses sans preuve. Hein. Oui. Il dit, Monsieur le Premier ministre est coupable parce qu'il a eu une conversation de 7 minutes avec Monsieur X. Mais quel était le contenu de cette conversation? Et puis surtout, qui lui a donné, qui a donné le compte rendu? Parce que tu te rends compte que Digicel, les médias haïtiens disent oui, Digicel a fourni le contenu. Ce qui est, si la justice demande à Digicel, c'est comme ici, Digicel peut fournir, c'est tout à fait légal. Mais est-ce que les journalistes ont eu le compte rendu, etc. Non. Il faut arrêter de se gargariser de cette histoire d'investigation, et les attaques sont trop multiples. Ouais, ils n'ont pas fait travail, ils n'ont pas fouillé, etc. Bon, et les frères, venez pour place, non, mais fouillez. Voilà. Et tu butes très vite quand tu fouilles. Et puis, tu butes très très vite parce qu'il y a toujours la cause. On te bute, tu as dit? Non. Il y a une question de déontologie. Oui. Faut-il reprendre une information non signée et sans preuve? Parce qu'elle met en cause des gens qui sont des... Je le dis, à justice, nous recevons des informations qui concernent des adversaires politiques. Moi, j'ai des sacs. Bon, j'ai des sacs de brouillés. J'applique ce que m'a appris René Ménil, poubelle. Bien. Mais tu sais, les gens qui nous donnent des leçons, allons oublier les trucs un peu corruption, etc. Allons prendre des trucs, des faits divers classiques. Il y a les gens qui nous donnent des leçons, là, ils ont investigué sur le meurtre de Magali Méjean, la jeune femme qui s'est fait trucider dans le Nord. Pompier. Elle n'est pas pompier dans cette dame-là. Oui. On a relevé 21 empreintes digitales sur le corps de cette jeune femme. Où est l'investigation? Ok, c'est pas un scandale, ça? Là, il y a un scandale. On a investigué plus loin sur Aliker. Non, mais à l'époque, il y avait mais là, le CP déterre ça et puis dit bon, on doit aller investiguer ça. Ça n'est pas qu'à investiguer, puis c'est nous qui pouvons investiguer. Bien. Ok, passons à autre chose. Alors, n'investiguons pas, passons à autre chose. Non, il faut investiguer. Mais ce qu'il faut surtout, me semble-t-il, c'est développer, c'est ce que nous essayons de faire, c'est développer l'esprit critique de nos téléspectateurs, parce que c'est ça qui est essentiel. C'est que, je reviens à Descartes, de ne prendre pour vrai que ce qui est prouvé comme étant vrai. Ça, c'est le XVIIe siècle. Alors, il ne nous reste que... Descartes ne vit pas à l'époque des réseaux sociaux, où tu fais deux informations, tu dis une connerie, tu rectifies, ça devient une deuxième information. Alors là, c'est incroyable. Hein. Non, juste sur les réseaux sociaux et ce phénomène-là. Je suis vacciné et j'y crois, peut-être que j'ai tort maintenant. Et je me disais, je vais prendre ma troisième dose, parce que j'ai l'âge et privilège. Et mon gars, là, dans son réseau social, quoi, une série d'informations. Là, je lis ça. Vous prend peur. Ouais. Tu sais, il y a des comment dirais-je, il y a une communication subliminale, ok, et ça te frappe. Alors j'ai redressé au bout d'une demi-heure, mais sur le moment,
j'étais complètement... un autre détail. Il y a une fille, une aide-soignante qui travaille à Paris. Sa maman est ici, est au parti. Et sa mère me dit, est-ce que vous pouvez parler à ma fille qui a peur du vaccin, qui ne veut pas se faire vacciner? Je dis, pas de problème. Et elle m'appelle. Et on discute, la fille est complètement bloquée. Et elle te convainc, toi, de ne pas prendre la troisième dose. Non, mais c'est pour dire. Et elle est complètement noyée par les réseaux. Elle ne sait plus. Oui. Et je lui ai dit comment moi j'ai raisonné. J'ai dit, je me posais des questions. Et puis je lui ai expliqué pendant une demi-heure quel a été Ton cheminement. mon cheminement. Ouais. Et tu sais que... Elle a pris sa dose. Elle a compris, elle s'est apaisée. Et puis... La force que tu déploies pour faire piquer les gens. On devrait l'embaucher. Non, mais les réseaux sociaux, c'est un poison, mon Oui, c'est c'est un clair. lieu commun, Alors, mais c'est épouvantable. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a plein de choses à voir, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puisqu'on parlait d'investigation, je ne sais pas si c'est ce qui a donné ce résultat. La COLA, c'est 7 salariés jugés pour avoir surfacturé l'enrobé du TCSP. Non, c'est pas de l'investigation. C'est pas de l'investigation. Alors, qui a donné cette info-là? C'est ce que José disait. Il y a un type de l'intérieur qui a dit bon, les mecs, voilà ce que j'ai fait, je me rends à la police et j'avoue. Voilà. Tu plaisantes? C'est ça? C'est ça que j'ai fait? Il y a un directeur qui a craché le morceau, qui a avoué qu'on l'avait obligé à tricher. C'est un Ça arrive système, très souvent. Hein. c'est un système, alors le préjudice de 600 000 euros. Ouais, c'est Non, ça. ça c'est un morceau préjudice, là. C'est qui boit ça? Un C'est morceau qui boit ça? préjudice. Oui, c'est rien, Bon, rappelons 600. quand même aux gens que, en fait, normalement, la couche de, c'est ça, de 20 cm de bitume. Bon, pour le même prix, tu mets 10 cm. D'accord. Donc, tu achètes moins de bitume et tu factures le même prix. Donc, voilà. Et ça se fait de manière régulière. J'ai été voir des procès comme ça en France, notamment sur les autoroutes. Les mecs pratiquent ça de manière systématique. Parce que ça leur donne ce qui est intéressant. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Et ce qui est intéressant, alors la plupart du temps, ce sont des multinationales qui font ça. Parce que quand tu mets 20 cm, au lieu de mettre 20 cm, tu mets 10 cm, tu reviens beaucoup plus tôt. Évidemment. Puisque, vous savez, Oui, bien sûr. Donc tu reviens, puisque tu assignes un marché sur plus d'entretien et de maintenance. C'est juteux. Mais tu as dit que ce sont des multinationales qui font On ça? appelle ça La des plupart du marchés temps, à c'est bonne un commande. Et ici, Exactement. Ce sont des marchés à bonne commande sur une période donnée. Donc, en général, ça dure 3 ans plus 1, Voilà. 4 ans, tu es tranquille. Donc, il y a une multinationale ici. Il y en a deux. Il y a Colas qui a été épinglé. Et puis. Il y a- ça, c'est la Colas. Ouais, Ah ça, oui, c'est c'est la Colas. Colas, oui. Et il y a Karim Mouter, qui est une filiale de Vinci. Alors, je ne sais pas s'ils font ça. Enfin, je ne me. Pour l'instant, ils ne sont pas épinglés, on va dire. Non, mais c'est très classique, notamment en Europe, sur les marchés. Mais sur les autoroutes. mais ceux qui touchent les... Parce que là, on reverse ces pots de vin un petit peu partout. Comment on peut repérer les gens? Est-ce que c'est parce qu'ils roulent de grosses voitures, de grosses BM? Ah par non, dans exemple? les multinationales, tu repères Non. que dalle. D'accord. L'artisan qui passe de la Clio à la Mercedes, peut-être, mais lui, il n'a pas les moyens de faire ça. Là, c'est une autoroute, hein. C'est une autoroute que tu fais. Donc, et puis 600 000 euros, ça c'est un morceau. Ah oui, c'est c'est que un dalle. bateau. C'est des marchés de dizaines de millions d'euros. Ceci dit quand même, je pense que cette affaire a quand même attire l'attention sur un phénomène, c'est le contrôle de l'économie par les multinationales. Nous avons un auditeur de France, en 2 mots, qui me demande, il m'a passé un morceau d'émission, nous étions tous les deux, et on parlait du rôle de Becquet dans l'économie. Et nous étions en train de dire que, contrairement à ce qu'on dit, les béquets ne sont pas aussi dominants qu'on le répète, qu'il y a des multinationales en Martinique. Alors, je crois que c'est une émission qui date de plus d'un an, et l'auditeur en question profite de le dire en public. Il me demande ils ont discuté à plusieurs Antillais en France de ça, ils ont eu un débat sur cette question, le rôle des béquets, etc. Bon. Et ils se sont dit, on ne va pas se prononcer parce qu'on a un morceau de l'émission sur YouTube. Et on aurait aimé avoir la totalité du débat. Bon. D'accord. Bon. Bien. Mais ceci dit,
ça m'a rappelé ça. Et effectivement, nous avions cité un numéro spécial de Business News qui a été réédité, qui a été réactualisé sur cette question. Parce que la question qui a été traitée par Business News, qui détient le pouvoir économique et qui détient le pouvoir politique en Martinique? On est en train de la mettre à jour et on a mis en exergue l'avancée et l'évolution extrêmement rapide de la part de marché des multinationales dans l'île. Il faut être... juste un exemple, par exemple. Il y a des gens qui disent « Ouais, la Sahara, machin, etc. » Dans la Sahara, la majorité du capital est détenue par une multinationale française qui s'appelle Ruby. Ruby. Et à côté, il y a une multinationale. Il y avait une multinationale d'origine barbadienne qui s'appelait Sol. Vous avez dû voir ça, les stations Sol. Ils ont été rachetés par une énorme boîte d'origine canadienne qui s'appelle Parkland, qui est un des plus puissants opérateurs pétroliers du monde. Et 25% du capital de la Sahara est détenu par un Canadien, Parkland. C'est un exemple, mais il y en a plein. McDonald's, c'est un Argentin. Ce sont des Argentins, Ouais. etc., etc. Et ça, c'est une évolution de l'économie martiniquaise qu'un certain nombre de gens ne voient pas. Ils sont toujours dans un truc, ouais, machin, etc. Ouais. Moi, j'ai dit au Kenya, qui est arrivé, un jour, il a sorti Bokayo, il a dit, bon, nous, quand on touche ces métiers, il a dit, les autres savent pas ni métier encore, il va dire, métier. Bon, ben Michel, je voulais que tu parles de la réforme de l'assurance chômage. C'est peut-être long, tu peux pas en parler rapidement comme ça. En deux mots, c'est une réforme. Bon, l'assurance chômage, ça coûte cher. Bon, alors la réforme consiste à réduire le montant des allocations et à réduire le temps d'indemnisation. Et puis les bénéficiaires. Et donc le nombre de bénéficiaires. Alors, c'est même le très gentil syndicat CFDT en France se mobilise contre cela. Et je ne sais pas si Macron se rend compte que dans la période actuelle, alors c'est vrai que le taux de chômage est descendu en France. Bon, c'est vrai. Mais qu'il y a quand même 3 millions de chômeurs en France. Bon. En Martinique, c'est aux alentours, en comptant ce qu'on appelle les ABC, c'est quand même aux alentours de 50 000. Entre 45 000 et 50 000. Donc, ces chômeurs qui ne sont pas indemnisés, ils vont tomber dans le RSA. Et le RSA, c'est qui? Mais c'est la CTM, hein. Enfin, Martinique. Mais oui, voilà. C'est donc bientôt, la réforme, c'est bientôt ça, plus la alors. CTM. Rappelle-toi que c'est bientôt plus la CTM. Alors, justement, L'État va reprendre ça en main. L'État jusqu'ici ne l'a pas fait, malgré les demandes. Par contre, il vient de reprendre le RSA entre les mains dans les départements de la Seine-Saint-Denis. Oui, il va reprendre de toute façon. Ok. Alors, American Airlines au Canada qui prépare le retour en Martinique. Bonne nouvelle? On a un ancien président de la RDT. Ah oui, mais... C'était le siècle dernier. Mais Non, mais bien sûr, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. C'est quand même un pari sur la capacité de la Martinique de remonter. Ah, bien sûr. C'est un pari. Oui, bien sûr. Et c'est positif et négatif. C'est positif en ce sens que il y a des gens qui pensent que ce pays a des capacités de résilience. Voilà. Mais je vous ai déjà dit de ne pas vous inquiéter. Les gens vont se faire vacciner. Quand ils ne pourront plus aller manger tranquillement, voyager tranquillement, aller dans les boîtes de nuit. Parce que la différence, c'est que les boîtes de nuit sont ouvertes en France. Hein. Je vous rappelle ça. Oui. Ici, nous ne pouvons pas faire ailleurs. Nous ne finissons pas faire. D'ailleurs, Nous avons ouvert et puis sous les rentrées, vaccin. On est vaccin, dehors. On n'a pas fait de stats cette semaine, a-t-on avancé? Oui, on a les avancé. chiffres. Faut le dire. Sur la vaccination. Il faut le dire à Sur la nos vaccination, téléspectateurs. on est. Alors, ce qui est intéressant, c'est un chiffre qu'il faut dire. Alors, il y a deux façons de voir. C'est plus de 12 ans ou plus de 18 ans. Le truc qui est le plus spectaculaire, c'est sur les plus de 18 ans, parce que tu sais que les parents ne sont pas très favorables à ce qu'on aille piquer les enfants entre 12 et 18 ans. Donc, prenons les 18 ans et plus. On est monté maintenant à 42% de la population. Hein. Donc, c'est bien. Mais chez les soignants, ça reste quand même beaucoup. 70% des soignants ne sont pas vaccinés. Je crois que les soignants ne nous disent pas la vérité. Ah. Je pense qu'une grande partie des soignants sont vaccinés. Et il n'y a pas qu'un ose dit qu'ils sont vaccinés, tu imagines. Bon. Parce qu'il ne faut pas oublier que les soignants, ils ont des familles. Ils ont des familles.
Ils ont des enfants, ils ont des papas, ils ont des mamans. Et là, le basculement qu'on est en train de voir, ça se voit tout simplement sur la courbe de vaccination, hein, c'est que les gens commencent à dire « Gars, ça frère, mon entreprise ne peut pas ouvrir. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller, ma société est bloquée, allons faire chacun un effort. » Parce que le message qu'il faut faire passer, et c'est là que le gouvernement se trompe, le gouvernement dit aux soignants, vaccinez-vous pour protéger les autres. C'est bidon de dire ça. Il faut dire aux gens, nous avons besoin de soignants vivants. Nous avons besoin de soignants vivants. Vous ne pouvez pas mourir, donc protégez-vous. C'est ça le message qu'il faut donner. On a besoin de vous, faites-vous soigner. Bien sûr. Faites-vous vacciner. Ouais, Alors, Michel a une très bonne étude sur le vieillissement qui m'a fait tenir, donc peut-être on en parle la semaine prochaine. On ouvre l'émission avec ça. Elle est quand même. L'intérêt, c'est que c'est une étude qui n'a pas été réalisée par les contributeurs habituels et surtout qui a fait intervenir beaucoup de données qui ont été glanées dans la société civile. Hein. D'accord. Bon, voilà. On en parle la semaine prochaine. Mais c'est un problème majeur. Et bon, il y a une deuxième étude qui est sortie, c'est celle de l'INSEE, qui nous ramène à son conclusion sur les maladies martiniquaises. 52% des Martiniquais ont des comorbidités qui peuvent leur faire des formes graves de Covid. Bien. Bon. Merci à tous les quatre. Maître, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'il faut l'inviter régulièrement. Oui. Il faut que je demande l'autorisation à mon gouvernement. Ah. Ouais, mais n'oublie pas que tu es autonome. Donne-moi tout. Et j'accepte. Tu es autonomiste, tu t'en es autonome. Voilà. Merci à tous les quatre. Okay. Merci à vous. Ça s'appelle être cohérent. Merci bien. Et bon week-end à tous. Très agréable. Merci. En tout cas, merci d'avoir réussi de ta présence l'émission. Et puis, calmement, très... Ah non, mais il a toujours été Excellent, comme ça. excellent. C'est comme ça. Oui, force tranquille. Oui. Tu sortais du cours. Moi j'ai des gosses qui m'ont parlé de Philippe Saint-Cyr. Ils m'ont dit quand on sortait du cours, on devait prendre quelques minutes pour souffler, apprendre à respirer. Il était médusé, il disait. Alors, c'est impressionnant. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci.